Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Corentin Le Gall, ancien responsable veille pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Avec une expérience variée dans les secteurs clés, Corentin a développé son expertise en veille et en gestion de crise dans des organisations prestigieuses comme La Poste et l'agence Antidox avant de rejoindre Paris 2024 pour orchestrer la veille sur le plus grand événement sportif mondial. Dans cet épisode, Corentin nous explique ce que signifie veiller sur un événement d'une telle ampleur, depuis l'anticipation des crises jusqu'à l'analyse en temps réel. Il partage également les stratégies qu'il a adoptées tout au long de son parcours, que ce soit en encadrant des équipes ou en pilotant des projets complexes. Plongez avec nous dans les coulisses de la stratégie de veille d'un des plus gros événements au monde et découvrez les défis et les succès qui ont marqué son aventure professionnelle. Je vous souhaite un bon visionnage et n'oubliez pas de vous abonner et de liker cette vidéo si cet épisode vous a plu. Bonjour Corentin. Bonjour. Bon alors, les JO de Paris, est-ce que c'était les meilleurs JO jamais organisés ? Évidemment. Quand tu fais partie de l'organisation, tu peux pas dire le contraire. Et le monde entier l'a dit. C'était des JO qu'on n'avait jamais vus dans la ville, avec des images incroyables. Tout a été dit, quoi. En vrai, ouais, c'était les meilleurs. Okay. C'était ça le gros changement, c'est que c'était intégré dans le... Ça faisait partie de l'identité de Paris 2024, de l'intégrer carrément dans la ville. Généralement, c'est plutôt dans un stade. Là, on sort la cérémonie d'ouverture, on la met dans la scène. Toutes les épreuves, on les met place de la Concorde, on les met aux Invalides. Donc non, vraiment, ça faisait partie de l'identité de Paris 2024 et ça n'avait jamais été fait auparavant. Ok. Et quand est-ce que tu as commencé l'aventure ? Moi, je suis arrivé à Paris 2024 en juillet 2023, donc juste un peu plus d'un an avant la cérémonie d'ouverture. Et je suis arrivé en tant que premier veilleur. Donc il y avait des gens qui faisaient de la veille à l'époque, mais pas de spécialistes. Donc c'était un peu fait à la main rapidement. Et l'idée, c'était de monter un petit pôle veille opérationnel pour les Jeux. Voilà, donc c'était ce que j'ai fait. T'es arrivé, il n'y avait rien ? Je suis arrivé, donc il y avait les outils qui existaient. Il y avait donc c'était rattaché au pôle réseaux sociaux. Donc les réseaux sociaux faisaient un peu de veille sur Twitter, sur les réseaux sociaux classiques, et on avait un outil de veille, veille média, donc inclusive, qui était lui géré par les équipes de la communication RP. Donc c'est eux qui recevaient les mails d'alerte et qui alertaient aux besoins. En fonction des séquences de com qu'ils organisaient. Ok. Et comment tu traduis, en fait, quand tu arrives un an avant le début des épreuves, comment tu traduis justement toute la philosophie dont on parlait de la cérémonie d'ouverture, de tout organiser dans Paris, comment tu arrives à traduire tout ça en stratégie de communication ? Alors ça, quand je suis arrivé, la stratégie était déjà fixée. Pas sur la partie social media et sur la partie RP, c'était déjà quasiment fait. La directrice de la communication, Anne Descamps, avait mis en marche tout le système. Non, ce dont elle avait besoin pour moi, c'était de mettre en place une stratégie qui puisse tenir le choc face à la masse d'informations auxquelles on allait être submergé. Je ne sais pas si vous avez les chiffres en tête, mais pendant les Jeux, on était à 95 millions de tweets et de publications sur les réseaux sociaux. On était à plus de 300 000 articles uniquement à l'international sur la presse en ligne. Et en France, on était à 51 000, je crois, articles presse, radio, retombées radio et TV. Donc, il y a un flux d'informations qu'il faut arriver à gérer. Et surtout, en fait, l'idée, c'était de ne pas passer à côté de quelque chose, pas éviter de passer à côté d'une crise ou d'une information qu'on n'aurait pas vue. Et c'était vraiment ça l'objectif de ma mission à Paris 2024. Et toi, en termes de timeline, tu penses qu'avec un peu de recul, c'était normal de recruter un premier veilleur un an avant ? Ou est-ce que tu penses que ça aurait été mieux de le faire Ça a été mieux de le faire beaucoup plus en amont, parce que du coup, on maîtrise mieux les sujets. Là, il a fallu un an pour maîtriser les sujets et arriver de manière opérationnelle assez rapidement. Mais il ne faut pas oublier que les Jeux aussi, il y a une contrainte budgétaire.
comme dans toute entreprise. Mais si la communication ne l'a pas fait avant, c'est qu'on ne pouvait pas le faire avant, il y avait d'autres priorités. Et donc la veille est venue un peu en... C'est toujours un peu le parent pauvre de la communication, la veille, hein, qu'on se le dise. Mais c'est venu à la fin un peu de la séquence. Ce qui est assez paradoxal, parce qu'on s'était eu un petit peu avant l'événement, et tu me disais, mais en fait, tout le gros du travail se fait en amont de l'événement, pas forcément après. Est-ce que ça s'est confirmé? Ouais, c'est le cas. Ouais, ça s'est confirmé. Je me souviens, on a fait pas mal d'exercices de crise. Et on nous promettait une troisième guerre mondiale. Vraiment, il y avait des incidents à droite, à gauche, vraiment quelque chose d'assez intense. Et nous, on a eu la première journée qui était très stressante, donc la cérémonie d'ouverture, et un petit peu en amont avec les incidents à la SNCF qui nous ont fait un peu paniquer, mais je pense un peu paniquer, c'est un peu exagéré, mais je pense qu'on y reviendra. Mais oui, une fois que le gros de la cérémonie est passé, on va dire les 2-3 jours qui ont suivi après, on rentre dans une routine et tout roule, quoi. Si c'est bien organisé, comme ça a été le cas, les compétitions, les journalistes et les gens sont focus sur la compétition et le résultat sportif. Donc l'organisation passe au second plan, exactement. Donc le plus gros, les plus grosses semaines, c'est en amont, c'est les 3 semaines avant la cérémonie d'ouverture, où là, il y a encore les petites choses à régler, les petites critiques habituelles qui prennent un peu plus d'écho. C'est vraiment juste l'amont, quoi. Les petites critiques qui sont finalement en fait des grosses critiques. Il y avait énormément de géobashing quelques semaines avant. Ouais, ça fait partie du jeu. J'avoue qu'on en a... c'était un peu frustrant parce que... en fait, on avait l'impression que les gens n'écoutaient pas. En fait, ils avaient envie de croire ce qu'ils avaient envie de voir. Ils avaient envie de croire que les Français n'étaient pas capables d'organiser, que Paris 2024 n'était pas capable d'organiser. Et quand ils se sont rendus compte à quel point les images étaient belles, que tout roulait, que c'était fluide, ils ont fait marche arrière. Et quelle joie. Je me souviens le premier week-end, quand on commençait à voir apparaître les premiers tweets en disant « Ah purée, je regrette de ne pas être à Paris ». Et là, on te dit « Ah ouais, là, ça, on les a vus. Ouais. Ça c'est cool, toi. Parce que le géobashing avant, je me souviens avoir fait des notes sur je chie dans la Seine. Vraiment. Mais je me dis, mais franchement, pourquoi vraiment quel intérêt à faire ça? Mais bon, ça fait partie du jeu. Pardon, désolé. T'étais stressé en amont, à titre perso? Alors, oui, j'étais stressé dans les semaines qui ont précédé. Donc, je dis les grosses semaines. Parce que vraiment, ça fait 1 an qu'on te dit, mais tu vas voir, c'est la 3e guerre mondiale, ça va être horrible, il va se passer plein de choses, vous allez être submergés et tout. Et en même temps, nous, j'avais notre organisation qui était claire, qui était limpide. La com, ça respirait, je ne vais pas dire la tranquillité, mais on était tous sereins. Même Tony le dit lui-même, tu vois, toutes les équipes étaient assez sereines sur le fait qu'on allait le faire et que ça allait fonctionner. Il y avait une espèce de dichotomie entre ce qu'on entendait et ce que nous, on vivait de l'intérieur. Et nous, notre rôle, surtout à la veille, c'est d'être le plus rassurant possible. On est confronté, ce que je disais, aux différents hashtags, on est confronté à la désinformation, on est confronté à des masses d'images qu'on n'a pas envie de remonter. Et il ne faut pas remonter, sinon on inquiète pour rien les personnes en responsabilité. Et donc, du coup, l'idée, c'est comment toi, tu arrives à prendre, en fait, je ne vais pas dire la charge mentale, parce que ce n'est pas le bon terme, mais à prendre toute cette vague d'inquiétude et d'informations erronées, et à en ressortir quelque chose de plutôt positif et de rassurant pour que toute l'organisation, après, retransmire cette sérénité. C'est ça un peu le... Ouais. À qui commence à remonter C'était quoi le process? Donc tu captes l'information, comment est-ce que tu le digères, enfin, comment est-ce que tu la traites derrière?
Alors, du coup, on avait plusieurs canaux pour capter l'information. Donc, nous, on travaille avec VisiBrain sur tout ce qui était réseaux sociaux. Donc, j'ai fait très vite le choix de passer sur Telegram, les alertes Telegram, parce que les alertes mail, on en a très vite marre, alors que sur Telegram, c'est beaucoup plus vite, c'est assez rapide, comparé à la masse de données qu'on a. Donc, imaginons qu'on détecte une prise de position sur Twitter qui est un peu problématique pour nous. Donc, on la détecte. Je fais une petite analyse, voir qui est la personne. Est-ce qu'elle est beaucoup suivie? Qu'est-ce qu'elle dit dans son tweet? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? C'est pas arrivé, je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est faux. On n'est pas omniscient, le service veille. Et à partir de là, on l'envoie aux personnes concernées. Imaginons que ce soit un sujet qui touche à l'Olympiade culturelle. On l'envoie aux personnes responsables de l'Olympiade culturelle. Si ça touche, je sais pas moi, la nourriture sur le village, on l'envoie aux ceux qui sont en charge de la nourriture sur le village, etc. Donc on avait de nombreuses conversations sur Signal auxquelles on envoyait des alertes. Et si c'est suffisamment grave ou suffisamment important, on back-up avec plusieurs personnes et on peut même remonter directement jusqu'à exécutif. Donc, si c'est quelque chose... C'est un peu trop urgent, trop grave. Et quelle alerte t'as le plus surprise? Quelle est la remontée d'infos où tu t'es dit « Waouh, je l'avais pas vu venir celle-là » Alors, c'est pas celle qui m'a le plus surpris. C'est ma première désinformation Paris 2024, je venais d'arriver, ça faisait 1 mois que j'étais à Paris 2024. Et je reçois une alerte, j'avais mis une alerte sur les prises de parole des politiques. Et je reçois une alerte, c'est Julien Bayou qui publie un truc. Et c'est une vidéo où on voit en fait, des violences policières mélangées à du sport. Et avec pour message, les JO, ce sera ça. Et le message qui était derrière, c'était la France est un peu incapable d'organiser ce type d'événement. Voilà. Donc, je vois ça, c'est signé le New York Insider, donc quelque chose qui est présenté comme un média américain. Et là, je me dis, c'est bizarre, je sais pas, je connais, je fais un peu de veille, je connais pas trop le New York Insider, donc un peu bizarre comme source. Et là, donc je commence à regarder la source. Je vois que c'est très lié en fait, il y a des contenus très, très liés à l'Azerbaïdjan sur le sujet. On y arrive. Donc, je me dis, putain, c'est bizarre, il y a quelque chose qui ne va pas. Je regarde les comptes qu'on relayait au tout début. Pareil, quasiment tous liés à l'Azerbaïdjan. Et là, donc, du coup, je fais ma première alerte. J'avais mis, je me souviens, je fonctionnais par pastille, une pastille rouge. Donc, pour moi, pastille rouge, c'est information sensible. Après, tu as information notable et simple information. Mais donc, c'est ma première pastille rouge que j'envoie et je dis attention, des informations qui proviendraient possiblement de l'Azerbaïdjan. Donc, je fais ma mini-enquête. Hein. Je n'ai pas les compétences nécessaires pour tout remonter, mais je sentais que ça venait de là. Et Anne, du coup, ma boss, direct, elle envoie à Viginum, elle envoie à tout le monde. Et là, je fais... J'espère que j'ai pas fait une connerie parce que c'est le premier truc. Et au final, l'un dans l'autre, ça s'est avéré quelque chose de plutôt vrai. Donc, j'étais assez soulagé quelques minutes après, une fois que même Viginum est revenu vers nous en disant oui, en effet, c'est quelque chose qu'on a détecté et qui est vrai. Donc, c'est un vrai sujet, ça, la latitude que tu laisses en fait finalement aux personnes qui font de la veille. Bon, est-ce qu'ils ont le droit de se planter aussi en fait, tu vois, avec les quelques éléments que tu avais, tu as bien fait de le remonter. C'est ça. Moi, je suis partisan dans le doute, il n'y a pas de doute, tu remontes. Qu'est-ce que tu risques? Tu risques, oui, on l'a déjà vu. Oui, on s'en fout. C'est pas grand-chose. Je préfère, ce que je disais à mes équipes, vaut mieux remonter dans le doute. T'as le droit à l'erreur, c'est pas grave. Parce que si tu passes à côté de quelque chose, on va te le reprocher. T'as pas vu l'article, t'as pas vu le truc, là, on va pas hésiter à te dire vous l'avez pas remonté, vous l'avez pas vu.
Alors que potentiellement, on l'a vu, mais on n'a pas jugé bon de le remonter parce que on n'a pas forcément les bonnes informations derrière, parce qu'on ne savait peut-être pas que ce sujet-là en particulier t'intéressait ou cette petite phrase-là, c'est cette petite phrase-là que tu cherchais. Donc il y a aussi ce jeu-là et c'est très important que les équipes veille soient au plus près des équipes de la communication pour justement capter tous ces petits échanges, ces petits small talk qu'il y a dans l'open space. C'est super important. C'est ce qui permet d'affiner au mieux ta veille. Voilà. C'était le cas pour toi? Ouais, nous on était plutôt bien intégrés, on participait à beaucoup de réunions, même des réunions où on n'était pas forcément, on n'avait pas forcément lieu d'être, quoi. C'était pas nos sujets, mais c'était quand même important qu'on entende des informations pour pouvoir après nous affiner au maximum nos requêtes et nos recherches pour être le plus percutant possible. La bonne recherche sémantique. C'est ça, exactement. Ouais. Ça, t'es pas le premier à le dire, ça. Enfin, nous, déjà, moi, je te rejoins complètement. À l'Élysée, c'était, t'avais une grande partie de l'information, c'était les bruits de couloir, c'était ça. Chez nos clients, à chaque fois qu'on interviewait quelqu'un dans le podcast, tout le monde a le même avis. Mais la question qui vient derrière, c'est comment est-ce qu'on, si tu devais tout recommencer, tu vois, comment est-ce qu'on est sûr que le veilleur va être bien considéré dans une équipe de com, tu vois, dans une équipe de veille, dans une équipe de com ou d'insight? Il est bien considéré à partir du moment où on comprend ce qu'il fait. Si on comprend pas et on dit oui, mais on a mis un mec juste pour checker les réseaux, savoir s'il n'y a pas de crise, et puis de toute façon il peut être à n'importe quelle heure, il nous enverra un truc, c'est lui qui veille. Mais en fait, si tu n'as pas la réalité derrière, que ça marche par mots-clés, que tu peux pas tout veiller, si les gens comprennent pas ça, t'as pas la reconnaissance nécessaire. Et à Paris 2024, j'ai eu la chance parce que les équipes étaient... d'une part, quand je suis arrivé, ils étaient tous soulagés qu'il y ait quelqu'un qui fait de la veille, qui dit enfin, il y a quelqu'un qui va lire toutes ces alertes là et qui va les remonter aux bonnes personnes. Donc non, il faut arriver à valoriser son travail. Ce que je disais, donc je vous ai énuméré les chiffres qu'on avait sur cette masse d'informations. On a remonté moins de j'avais fait le calcul, 0,1% de tout ce qu'on a pu capter, ou même 0,01%. Vraiment, c'était minime ce qu'on a remonté. Et pourtant, on a envoyé plus de 1000 alertes pendant les jeux, quoi. Okay. Et on en parlait un petit peu en off du fait que tu participais à certains événements pour être encore au plus près de l'action, de ce qui pouvait se passer, de pouvoir être premier front, quoi, première ligne. C'est ça, typiquement pour la cérémonie d'ouverture, l'équipe était divisée parce que tout le monde pouvait pas être, on était tous sur le pont, mais tout le monde pouvait pas être au même endroit pour des raisons de place. Mais j'étais moi avec plusieurs personnes de la com, dont la directrice, le responsable des réseaux sociaux, une personne du pôle éditorial, directement au sein de la cellule communication de Paris 2024 qui était détachée au centre de commandement de la cérémonie d'ouverture, qui était au CESE. Et donc, c'est là où tu es directement en lien, tu vois les réactions dans la salle des personnes, et eux, ça t'informe sur ce qui potentiellement est problématique, parce que tu vois pas forcément, je sais pas, s'il y a un tableau ce qui est retransmis à la télé, c'est pas vraiment le même ressenti que ce qu'il y a là, ce dont a été pensé par la personne en charge de l'équipe opérationnelle. C'est ça, de l'équipe opérationnelle. Donc du coup, être au cœur, c'est vraiment donc tu prends le pouls et t'adaptes ta veille en fonction. Voilà. Et pour nous, du coup, ça a dû être génial, ça. Ouais. En vrai, c'était assez dingue. Et puis, ça fait partie aussi, ça permet de mettre le veilleur aussi, le responsabiliser, et dans le sens où le dire, mais tu fais partie d'un tout. Et toi, ce que tu as à dire, donc la manière dont tu as veillé, nous, pour la cérémonie, on était focus Twitter, parce que c'est là où les gens expriment le plus l'opinion et de manière assez rapide. Donc on était très focus Twitter et on avait des points toutes les demi-heures où on faisait la liste des sujets problématiques, si tout se passait bien ou pas.
Et donc, les équipes de la com se nourrissaient de ça pour savoir si tout se passe bien. Et ça permet aussi de redescendre en pression les équipes opérationnelles en disant, mais du coup, certes, il y a peut-être eu une petite merdouille là-dessus, mais c'est passé inaperçu. Vraiment calme, tout va bien. Rien à signaler. Ouais, c'est ça. T'as dû avoir quelques petites choses à signaler pendant la cérémonie d'ouverture quand même? Oui. Il y a eu quelques petits... en vrai, non, elle s'est très bien passée, la cérémonie d'ouverture. Si je refais un peu l'histoire de nous, comment on a vécu la soirée, tout se passe bien à peu près jusqu'à Aya Nakamura. Ok. En vrai, les gens sont là, ouais, c'est cool, sur Twitter, ça se passe bien, il y a des retours positifs, négatifs, mais rien de très notable. Gojira fait bonne impression, le groupe de métal, donc vraiment, en soi, c'est plutôt bien. Et après, au moment où Ayana commence à chanter, je ne sais pas si vous avez suivi, mais il y avait la polémique Aya Nakamura quelques semaines, quelques mois avant. Et donc, du coup, ça a réveillé la communauté qui était à fond contre Aya Nakamura. Et donc, c'est là où on a vu apparaître les messages négatifs prendre un peu plus d'ampleur. Donc, les messages positifs étaient toujours là. Hein, elle a eu beaucoup de personnes qui l'ont défendu et tout. Mais les messages négatifs ont commencé à prendre un peu plus d'ampleur à ce moment-là. Ils ont atteint un pic sur la partie catwalk de la cérémonie. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est le défilé de mode. C'était ça l'élément clivant en fait. Alors, ouais, c'est ça. C'était l'élément qui... Alors, en fait, c'est monté et ça s'est renforcé. C'est ça qui a fait renforcer, qui a fait émerger, qui a fait exploser un peu Et je crois qu'à ce moment-là, la courbe du négatif passe au-dessus de la courbe du positif. Nous, on l'avait tout de suite repéré. Hein, c'était un premier axe. Même, on l'avait repéré en amont. En amont, on savait qu'on allait être attaqué sur... vous êtes une cérémonie woke, etc. Donc ça, on s'était préparé à ce cas de figure. Mais par contre, ce que j'avais jamais vu et ce qui est passé, c'est qu'il y a eu un total renversement. C'est-à-dire que au moment où Céline Dion commence à chanter, là, j'ai jamais vu Twitter aussi positif. Vraiment, j'étais impressionné. Que des messages d'amour quasiment, et vraiment la courbe du positif, elle explose. Je dis mais waouh. Paris 2024 a au moins réussi à faire ça, c'est-à-dire inverser la courbe du négatif avec des communautés assez virulentes sur l'aspect woke et sur le conservatisme en général. Et là, Céline Dion a calmé tout le monde. Vraiment, que du positif et dans toutes les langues. Vraiment, c'était assez dingue à voir. Est-ce que dans ton analyse, justement, en fait, tu disais ce sont des communautés qui se sont réveillées, mais qu'on avait déjà identifiées. Finalement, est-ce que c'est pas un filtrage que tu fais automatiquement par la suite en disant on savait qu'elles allaient se réactiver, c'est pas forcément des messages négatifs, c'est des messages très politisés. Tu vois qu'on avait identifié et finalement l'impact est... Enfin, tu vois, est-ce que tu décrédibilises pas un petit peu ces communautés-là qui s'expriment? Parce que finalement, elles étaient attendues. Enfin, tu vois... On savait que ça allait être qu'ils allaient s'exprimer. L'idée, c'est de voir est-ce qu'ils vont réussir à emporter avec eux l'adhésion du grand public, ce qui n'a pas été le cas. Donc du coup, c'est vraiment ça. En fait, tu peux savoir, mais tu as des marqueurs qui... Tu sais très bien, tu as identifié les comptes depuis des années, tu sais que telle personne, elle est contre toi et à chaque fois que tu vas faire quelque chose, il y aura un message négatif de sa part. Ce qui est intéressant, c'est de voir si son tweet à cette personne, elle est reprise par d'autres et d'autres en dehors de sa communauté. Ouais. C'est ça qui est notable. Et sur la partie Aya Nakamura, donc, on avait identifié les différentes personnes, elles se sont manifestées. Et en fait, là où il y a eu de ma part, hein, je sais pas, je crois pas l'avoir fait ressentir aux autres, mais c'est que ça commençait à sortir un peu de la communauté qu'on avait l'habitude de voir. Et c'est vraiment, c'est pas vraiment, mais Céline a permis de calmer un peu les esprits et de refermer le débat sur la communauté. Alors, la communauté qui s'est exportée à l'étranger, hein, parce que du coup, les conservateurs des différentes... en Italie, aux États-Unis sont exprimés sur le sujet, mais
mais ça s'était attendu aussi. Ok. Et donc, ensuite, après la cérémonie d'ouverture, plus forcément de choses aussi impactantes, à part peut-être enfin, tu vas avoir les résultats sportifs, en fait, finalement, qui explosent les compteurs. C'est ça. Il y a eu quand même 30 crises par jour. Non. Alors, non, il n'y a pas eu 30 crises par jour, parce que sinon, on n'aurait pas dit que les jeux se seraient bien passés. Non, je pense que tu fais référence à un article. Non, je pense que c'est 30 incidents pour la com, Ok. mais ils sont pas convertis en crise, sinon je serais dans un état, je serais sur les rotules. Non, 30, ouais, non, c'était peut-être un peu beaucoup. Mais du coup, j'ai oublié ta question. Non, je te demandais, après la cérémonie d'ouverture, quel autre événement est-ce déjà, que tu retombes plus sur de la crise ou est-ce que tu retombes plus sur de la reco social media? On a vu d'autres personnes, d'autres interviews de personnes qui justement essayaient d'avoir des communications innovantes autour justement de ces athlètes qu'on a vu émerger, enfin en tout cas auprès du grand public. Voilà, comment tu surfes sur cette vague? Et moi, après, j'aurais une autre question aussi sur les partenariats. Comment vous avez réussi à faire en sorte à collaborer avec les partenaires? Parce qu'on a pu travailler sur cette période-là avec certains partenaires et eux aussi devaient faire leur veille, s'assurer que tout allait bien. Est-ce que vous collaboriez un petit peu ensemble? Voilà. Plus sur la partie de l'organisation de l'événement, quoi. cette histoire de polémique là sur la scène, ça a duré quand même quelques jours. Rien de très problématique, mais ça a quand même occupé pas mal d'espace. Après, si on a eu des micro polémiques, je me souviens de la boxeuse Iman Khelif, Ah oui. Ouais. sur le fait qu'elle soit une femme ou pas. Vraiment, c'était des polémiques de bas étage, mais ce genre de choses, on n'était pas forcément en lead dessus, nous, Paris 2024. Par exemple, sur cette histoire d'Iman Khelif, c'était une décision du CIO. Donc, c'était le CIO qui était en lead pour résoudre la crise. Okay. Donc, il y avait ce genre de truc aussi où c'était pas forcément à nous de gérer la crise. Donc, ça nous impactait, mais c'était pas forcément nous qui étions considérés. Okay. Ensuite, sur la partie les partenaires, nous, on a... Alors, il faut savoir qu'on était une équipe de 5, Paris 2024, 5 veilleurs. Donc, on travaillait en 24-24, 7 jours sur 7. Alors, le service fonctionnait 24-24, 7 jours sur 7. Donc, en gros, il y avait toujours quelqu'un, au moins une personne qui était là. Qui était physiquement là? Qui était physiquement là, dans la salle de la com. Une petite couchette, un petit truc? Alors, oui. En gros, nous, on était au MPC. C'est en fait on était au Palais des Congrès avec tous les journalistes. C'était là le centre de communication de Paris 2024. Et oui, on avait une petite salle de sieste si besoin pour y aller. Mais nous, on fonctionnait, surtout mes équipes fonctionnaient en 3-10. Il y avait des shifts. Et normalement, dans le shift qu'ils faisaient, ils n'avaient pas besoin de dormir. Normalement, c'était pensé pour. Mais s'il y avait besoin, parce que au final, on travaille 6 jours sur 7, ça commence à tirer en fin de jeu. Donc, je pense qu'on a pu utiliser de temps en temps un petit sofa pour se reposer. Et tu bossais du coup, tu avais un lien avec les équipes, on parlait du CIO tout à l'heure, Adrien parlait des veilleurs de LVMH ou de Orange ou de je sais pas quoi. Il y avait un lien avec ces entités ou c'était vraiment chacun pour soi Alors, non, c'était pas chacun pour soi. Ça dépendait parce qu'on avait des partenaires plus ou moins proches. Je parle en tant que veilleur, hein, c'est pas vraiment les mêmes en tant que communication, mais en tant que veille, nous on a rencontré pas mal de services de veille de l'État qui nous ont beaucoup aidés parce que eux sont déjà structurés et eux ils ont déjà une veille vraiment au cordeau, une organisation au cordeau. Donc il y avait pas mal d'échanges entre nous, donc des échanges d'alertes. Imaginons que on ait vu un incident sécuritaire, soit on remontait au ministère, soit ils nous remontaient à nous. En gros, il y avait un échange. Il y avait un échange de notes aussi.
qui nous permettaient de nous rassurer. Et parce que on est un peu, vu qu'on est les veilleurs, on est un peu genre la seule voix la seule voix de vérité un peu sur ce qu'on dit de nous à l'extérieur. C'est toujours bien d'avoir des éléments de comparaison et de dire ce que j'ai mis dans ma note, ce que j'ai envoyé à Tony, c'est pas déconnant, c'est quand même très, très aligné avec ce qu'on dit les ministères, très aligné avec ce que disent nos partenaires. Donc on avait la DIJOP, le ministère de l'Intérieur, qui travaillait beaucoup avec nous. On a eu un peu de ministère des Affaires étrangères et puis Viginum sur la partie un peu des informations. Sur tout ce qui est partenaire, nous on travaille beaucoup avec plutôt les opérateurs de transport, RATP et SNCF. D'ailleurs, on a visité leur cellule de crise, assez impressionnante de la SNCF. C'est assez impressionnant. Puis après, il y avait différents opérateurs, Enedis, RTE, où on avait des échanges sporadiques parce que en fait, ça dépendait un peu de l'actualité et voir s'il y avait une crise ou pas, ou des infos, quoi. Sur la partie des informations, il y a eu d'autres faits marquants. Et toi, quel était ton rôle justement après ça ? Je sais qu'on a déjà parlé de cette anecdote dont tu nous as parlé, l'ingérence azerbaïdjanaise. Mais est-ce qu'il y a d'autres... Alors, il y a eu plusieurs petites alertes, mais rien de... Je parle sous couvert de... Viginum a publié récemment un rapport détaillant un peu les tentatives de désinformation. Et pareil, on s'attendait à quelque chose d'important et au final, ça a été plutôt assez calme. Donc, pour le mieux, je pense que c'est lié aussi au contexte international. La guerre en Ukraine et notamment la percée ukrainienne sur le territoire russe qui nous a peut-être aidé. Ce qui se passe sur la bande de Gaza aussi. En fait, le braquet, peut-être que le braquet était plus trop sur Paris et était peut-être ailleurs à ce moment-là. Mais non, au final, c'est resté assez calme de ce côté-là. Okay. Donc, on a vu un peu en amont de la part des Russes sur justement le fait que la France était incapable d'organiser tout ça. Je crois que... c'était au moment de ce qui se passait en Nouvelle-Calédonie, ouais, c'est ça. Des accidents en Nouvelle-Calédonie. Pareil, il y a eu des tentatives de désinformation, il me semble, où en gros, pareil, en fait, les jeux, c'était un peu un catalyseur pour atteindre la France. C'était pas l'organisation en tant que telle qui était visée, c'était Paris et la France qui était directement ciblée. Et au final, une fois que le braquet change un peu et c'est plus la France qui est dans le viseur, forcément, nous, on est un peu plus sécure. Okay. Moi, j'avais une question sur l'équipe. Ouais. Donc, t'es arrivé, t'étais le premier. Après, comment ça fonctionnait ? C'est toi qui a recruté et qui manageait les autres veilleurs ? Ou c'était... Ouais. Dans l'idée, au courant du mois de... à partir du mois de janvier, c'est là où on commence à se dire il va falloir monter... ça arrive. On commence à se dire. On se l'est dit depuis quelques mois, mais c'est là où ça devient un peu concret. Donc, il faut commencer à recruter une équipe et à penser à l'organisation de la veille. Et donc, ça s'est fait au fur et à mesure. Donc, d'abord, on a eu une stagiaire. J'ai eu une stagiaire en janvier qui est partie avant les Jeux. Et après, j'ai recruté 3 personnes sous couvert. Pareil, je n'étais pas le seul à recruter. C'était ma hiérarchie qui validait aussi les profils, parce que il y a quand même plus que les profils, il y avait quand même cette idée de cohésion. Il fallait maintenir une sorte de cohésion parce que en fait on allait vivre quelque chose d'intense et il fallait que les profils fit entre nous. Moi forcément dans mes jours off, il faut que ça fit aussi bien avec les personnes qui sont dans mon équipe. Donc il y avait toujours un second regard là-dessus. Et donc, la première personne qui est arrivée, c'est Bertie, qui est arrivé au mois d'avril, suivi par Baptiste au mois de mai.
et Léo au mois de juin. Donc au mois de juin, l'équipe est complète, l'équipe Paris 2024 est complète. Et après, on a eu un appui de nos agences. Donc on a une agence GTA avec Laurie Sébrieux qui nous ont beaucoup aidés sur la partie internationale notamment. Et notre agence Plead plutôt sur la partie française. Donc on était... ça, plus les quelques volontaires qu'on a pu avoir, je crois qu'au pic de la forme du pôle veille, on devait être à 10-12 personnes max. Donc voilà, sur une journée de 24 heures avec toutes les retombées qu'on a pu avoir. Et comment ces gens-là rebondissent après? Ils se projettent sur LA, enfin, ils veulent préparer d'autres JO ou ils passent complètement à autre chose? Alors, sur les personnes que j'ai recrutées, non, je pense qu'on est tous... en fait, on l'a fait une fois. C'est bon, quoi. C'est bon, on passe à autre chose. Et puis, t'as quand même... quand t'es veilleur, c'est vraiment le marché intérieur un peu qui dicte l'actu, qui dicte les polémiques. Et vaut mieux que ce soit des gens qui soient internes, en gros du marché intérieur, qui gèrent la chose parce qu'ils ont une meilleure compréhension. Même si je vois comment fonctionne maintenant l'organisation des Jeux, je me vois mal aller à LA pour leur expliquer qui était le média, qu'est-ce qu'ils ont fait, machin. Ça, c'est plus de la popote interne. Et vaut mieux que ce soit un Américain ou quelqu'un de LA qui gère sur place. Et sur les rebonds, il y a une personne qui a déjà retrouvé, en fait, avant même de rejoindre Paris 2024, elle avait un contrat après les Jeux. Et puis, on rebondit soit en com, soit dans les agences de communication, soit directement chez l'annonceur. Après, ça peut être aussi dans des ministères, si besoin. Ouais. Le marché est assez important pour pouvoir... C'est ça, et mine de rien, Paris 2024, c'est une belle carte de visite. Donc, bien sûr. Fortiori sur... t'as pas plus gros événement à veiller. Enfin, je sais pas s'il y a c'est le plus gros... Il y a un autre événement plus grand? Non, non, je crois pas. Je crois pas qu'il y ait le plus gros événement à veiller. Donc voilà, une fois que tu as atteint le Graal... c'est dur ce moment-là après de se dire quand t'es tout là-haut entre guillemets que faire après quoi. Ouais. On le voit pas comme être tout là-haut. On a fait partie d'une expérience qui s'est très bien passée. On a vécu des choses assez intenses. Je parle de mon expérience. J'ai eu le temps de passer à autre chose. Tu peux vivre des choses aussi intenses dans une entreprise française ou au ministère de l'Intérieur où il y a des crises régulières en tant que veilleur. Tu t'ennuies pas, tu peux pas t'ennuyer. Si t'aimes la veille, tu trouveras forcément quelque chose qui te stimule, que ce soit en agence avec une multitude de clients, que ce soit dans une grosse boîte avec les différentes crises ou en ministère. Tu vois. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu ferais différemment de tout le dispositif que tu as mis en place, de toute la veille? Est-ce qu'avec un peu de recul, tu te dis, tiens, on aurait pu... Est-ce qu'il y a quelque chose que je ferais différemment Ou que tu aurais aimé faire? En fait, j'aurais aimé... C'est peut-être un peu prétentieux ce que je vais dire, mais j'aurais aimé qu'il y ait une crise qui nous challenge vraiment et qui mette à mal, parce que du coup, l'organisation que j'ai mis en place, en fait, ça s'est bien passé. Il y a pas eu de crise. Donc, elle n'a pas vraiment été challengée. Et je ne sais pas si ce que j'ai fait, c'est bon. En fait, je me dis que quelqu'un d'autre qui aurait mis en place une autre organisation, ça aurait fonctionné tout pareil. En fait, il y avait une sorte d'aura autour des Jeux où tout se passe bien. Et c'est un peu le j'aurais aimé qu'il y ait un... je suis le seul, parce que vous m'auriez dit avant les Jeux, non mais il y aura quasiment pas de crise, tout va bien se passer, tout le monde signait, je signais direct. Mais j'aurais aimé un petit challenge. Un truc où je me dise merde, on n'est pas bon et il faut retrouver un truc. Et sinon un truc que je ferais différemment, peut-être un peu plus de, parce que je suis quelqu'un d'assez
assez carré, assez droit et peut-être un peu plus de flexibilité dans l'organisation des plannings et des équipes pour que ce soit un peu plus fluide et que ce soit moins carré. Ouais, mais tu as besoin un peu de cette rigueur, hein, justement, si tu disais que ça y avait Bah, c'est qu'en fait, 7 jours sur 7, 24-24. on était vraiment, si on se remet dans le contexte, 3 semaines, un mois avant les Jeux, on prévoyait vraiment, c'était la Troisième Guerre mondiale. Il se passait des trucs de dingue tout le temps, tous les jours. Et donc du coup, j'avais pensé une organisation un peu militaire, dans le sens où chacun fait un temps de travail équivalent, chacun fait ses shifts à telle heure, machin. Il y a vraiment... tu changes à telle heure je prends le relais, à telle heure il y a une réunion, machin. Vraiment, c'était millimétré. Au final, quand tout se passe bien, cette organisation où, en fait, normalement, qui est censée t'aider et te guider en cas de forte affluence ou de forte action, là, elle devient un peu un frein dans le sens où, ouais, mais en fait, il y a cette réunion, mais elle sert à rien. Ce serait bien qu'on l'enlève. Mais si tu l'enlèves, tu dis ouais, mais on l'a fait pendant 15 jours, donc si tu l'enlèves, la personne va dire ouais, mais du coup pendant 15 jours ça a servi à rien. Bref, il y a toute une organisation à repenser. Peut-être que je ferais mieux. Ouais. Tu nous as dit aussi que tu as eu un remerciement de la part du président. Parce que c'est... Ah non, non, c'est juste que. T'as dit quoi quand Non, pas à titre personnel. Pas du tout. Merci, Mais on a vu la vidéo. non, vous avez. C'est juste que. Est-ce que c'est ton moment le plus marquant ou est-ce que t'en as d'autres? Non, c'était pas le plus marrant. Alors, pour revenir sur Je l'anecdote. sais qu'il y a 2 personnes qui t'ont inspiré, qui ont fait du socialisme. C'est ça, il m'a cité vos noms. Non, dans l'idée, pour revenir sur l'anecdote, c'est juste qu'après la cérémonie d'ouverture, Emmanuel Macron est venu au 16h remercier les équipes opérationnelles et j'étais là, mais je l'ai juste vu de loin. Ça suffit. Ça suffit. Ça suffit à être cité dans le podcast. Non, mais super, franchement super. Mais tu sais que, nous on est hyper contents que tu sois là parce qu'honnêtement, on s'est vraiment, quand on a lancé ce podcast, on s'est dit, attends, va y avoir les JO. T'as plein de gens sur ce podcast qui sont venus parler des JO, la SNCF, LVMH, Orange, enfin bref, tout le monde, c'était le sujet. On s'est dit, là, voilà, on a la personne qui s'occupait de ces sujets. Et ce que je trouve hyper intéressant dans tout l'échange qu'on vient d'avoir, c'est l'anticipation. Je pensais que finalement, c'était plus un job sur le moment, tu vois. Et a fortiori, au regard de cet échange, je me rends compte que c'était pas du tout ça, quoi. C'est vraiment process, orga. Tout ça avant. Tout ça est réfléchi avant et au final, un peu comme moi, t'es un peu déçu quand tout va bien et qu'il manque le petit sucre. Mais tout ça, je disais, j'étais rien sans l'équipe et sans toute l'équipe com qui a fait un travail extraordinaire. Hein. Vraiment, j'ai rarement vu ça. On était pleinement intégrés avec les équipes, donc que ce soit RP, les équipes réseaux sociaux. Non, vraiment, de mes expériences précédentes en agence, je crois que j'en retire que quelque chose de ouf. Et finalement, c'est aussi quelque chose que tu disais, c'est que finalement, tu travaillais beaucoup plus sur les sujets RP à un moment, puisque le fait de capter des publications sur les réseaux sociaux te permettait de capter, avant un peu gagner du temps, sur le fait de capter des articles de presse qui n'étaient pas forcément encore sortis sur de la presse classique. C'est ça. Des canaux classiques, entre guillemets. On a un enjeu assez... quand on a un tel événement à veiller, il faut être assez réactif et surtout, en fait, veiller toute la presse inter, ça peut coûter... ça coûte super cher. C'est même pas possible, franchement. Je pense qu'il y a moyen de trouver, si tu as les moyens, si tu as des moyens limités, tu peux quoi. Tu peux arriver. T'es à 6 chiffres par mois, hein. Enfin, si tu fais toute la presse. Plus, hein. J'en sais rien. Mais... Il faudrait inviter des outils ici. On va parler pricing. Donc, non, ça, on n'a pas des ressources illimitées et je préférais plutôt plus de mains des veilleurs que des outils dont je ne connais pas forcément l'efficacité. Donc, nous, ce qu'on a préféré faire, c'est
se dire que de toute façon, c'est impossible de tout veiller, mais on va cibler 20% des grands médias, des grands leaders d'opinion. Et pour nous, ces 20%, ça va correspondre à peu près à 80% de l'opinion globale. Et après, on affinera en fonction du sujet, parce qu'on connaissait un peu les sujets un peu toxiques, les sujets un peu touchy, la baignabilité de la Seine. On avait quoi ? On avait peut-être l'accueil des personnes sur le village olympique. Est-ce qu'ils allaient bien être accueillis ou pas ? Comment elles allaient ressentir les transports, est-ce que ça allait bien se passer ? Donc on avait déjà identifié et ciblé les sujets un peu peut-être touchy, et donc on avait une veille spécifique sur ça. Et après, sur le tout venant, vraiment on était sur 80-20, donc en ciblant les grands médias, les grandes émissions de TV, que ce soit aux US, en Allemagne. Pareil, il y avait des marchés plus ou moins prioritaires. Je ne vous cache pas que les États-Unis étaient plus prioritaires que l'Équateur. Donc, on a vite orienté aussi là-dessus nos décisions. Et pour justement identifier ces communautés dont on a parlé pendant le podcast et ces acteurs, c'était un peu au doigt mouillé, c'était par expérience ou c'était par analyse cartographique? Je ne sais pas si vous faisiez des analyses cartographiques. Alors, on aurait aimé, mais pas le temps. Pas le temps. C'est toujours le problème avec... je sais qu'il y a les outils sont bien faits, hein, tu peux tout faire, mais ça prend un peu de temps. Ouais. Donc, non, on n'avait pas le temps. Principalement, c'était par expérience, l'expérience de chacun des veilleurs. C'est pour ça aussi qu'ils ont été recrutés, parce qu'ils avaient aussi une connaissance d'un écosystème que moi, forcément, je ne maîtrise pas. Tu ne maîtrises pas tout. Donc, en ajoutant tout ça, on a pu avoir cibler des comptes qui nous paraissaient les plus pertinents pour être, nous, dans notre veille et avoir les remontées d'informations les plus bonnes possibles. Okay. Tu conseillerais à quelqu'un qui sort d'école ou de la fac là, de se lancer dans la veille avec un peu de... En ayant une formation de veille ou comme ça Nous, avec Adrien, par exemple, on n'a pas de formation. On a une formation plutôt data / commerce, mais on s'épanouit dans le monde du listening et notamment de la veille. On connaissait pas ce monde-là en école, tu vois. Je sais pas d'ailleurs toi, comment est-ce que tu es rentré là-dedans, mais... Moi, j'ai fait un deuxième master d'intelligence éco après mon master de relations internationales à Versailles. C'est là où j'ai appris à faire de la veille. Et donc après, je me suis orienté là, dans ce milieu. Mais quand même, là, on a parlé des informations, on a parlé des sujets un peu sexy. Faut savoir quand même que le quotidien d'un veilleur, c'est pas aussi sexy, hein, c'est quand même un peu rébarbatif. Faut juste être conscient de ça et que faut arriver parce que le grand risque du veilleur, c'est de passer à côté d'une information parce que il en a vu 50 et il a pas fait gaffe et il est passé à côté, quoi. Non, donc dans l'idée là, le conseil, je sais pas si. Non, mais faut vraiment juste être conscient en fait, faudrait qu'il ait une vision complète du métier et qu'il soit conscient que c'est quand même, c'est pas si sexy que ça, et il y a quand même pas mal de choses. Et comme dans un peu tous les métiers. Par contre, ce que je lui dirais, c'est que c'est essentiel. Ouais. C'est à la base de toute stratégie de communication. Tu peux pas t'insérer dans une conversation si tu n'en connais pas les tenants et les aboutissants. Donc, c'est vraiment c'est à la base de tout. Et pourtant, c'est ce qui est un peu délaissé, je trouve. Justement, sur cette partie de connaître le contexte, à quel point la veille que tu as pu élaborer en amont a pu faire varier un petit peu, changer les éléments de communication qui étaient produits? Pas tant que ça, parce qu'on avait quand même une stratégie. Alors c'est un peu, je me contredis dans. Ce que je veux dire, c'est que souvent, il y a des grandes lignes qui sont tirées et on a beau alerter sur attention, n'utilisez pas ce mot-là, allez pas trop sur ce sujet parce qu'on a vu des communautés qui réagissaient hyper vite. Quelle est ta liberté de
Alors, sur les réseaux sociaux, Philippe a fait très rapidement le choix de dire mais en fait, on est Paris 2024. En fait, le leader d'opinion, c'est nous. En fait, on est leader d'opinion. Donc, c'est nous qui allons faire l'opinion. Et c'est lui qui dit mais en fait, si Paris 2024 peut pas être créatif, peut pas essayer de nouvelles choses et se planter de temps en temps, en fait, c'est pas un ordre. Voilà, c'est ça. Donc du coup, il était au courant des choses qui se passaient. En gros, il lisait les rapports, il avait conscience de tout ce qu'il y avait. Donc sur ça, je lui faisais des rapports de temps en temps. On lui faisait des rapports sur les réseaux sociaux. Et généralement, on rapportait les mauvaises nouvelles. Mais lui, en fait, il regardait ça d'un œil, mais il avait quand même sa stratégie et sa façon de voir les choses. Donc c'est lui qui a décidé. Garder la tête froide. C'est ça. En fait, et je pense que c'est ce qu'il faut faire quand on est Paris 2024. Je dis pas que quand on est une petite boîte, faut pas essayer de capter l'audience, mais l'audience, on l'avait. Elle a été construite au fil des années. Je crois que c'est la première fois qu'il y a autant de monde qui suivait les réseaux sociaux d'un compte d'une ville organisatrice des Jeux. Donc, non, je pense qu'il a fait la bonne stratégie. Il y a eu Griezmann. C'est ça. Et sur la partie paix, c'est pareil. T'as les messages que tu veux faire passer, donc tu les fais passer. Et la veille joue, je vais pas dire à la marge, mais en gros, tu as quand même une stratégie. Tu peux aider sur son. Mais dans l'idée. Comment dire nous-mêmes, on est tous influencés de l'extérieur. Les veilleurs en premier lieu. Moi, tu me dis sur Twitter, j'aimerais faire ça. Dans 95% des cas, si tu me demandes mon avis de veilleur, je vais te dire bah non en fait parce que tu vas te faire défoncer sur tel sujet et c'est pas la bonne communauté, tu vois. Donc non, faut arriver à garder la tête froide aussi et dire bah en fait on est leader d'opinion, c'est à nous de faire le choix et d'imprimer une marque. Tant pis, si ça passe, bah tant mieux. Si ça passe pas, bah on fera des EDL pour que ça passe. Mais en vrai, c'est ça. C'est qu'à un moment, il faut aussi arriver. C'est bien d'écouter les conversations, mais faut que tu aies quelque chose à dire. C'est important que tu portes un message et qu'il n'y ait pas forcément ce que les gens veulent entendre. Donc non, ça s'est senti, je pense. Faut arriver à... Même, tu vois, on parlait de la cérémonie d'ouverture. Ça s'est senti que... Bah voilà, il y avait un message qui voulait. Si on avait écouté, se dire, on mettait pas Aya Nakamura, on faisait un accordéon sur le pont de l'Alma et puis basta quoi. C'était mais dans l'idée, il faut quand même. On a une idée, on va jusqu'au bout et puis on voit après. Et, ça a été un succès, tant mieux. Franchement, bravo. En vrai, bravo. Moi, j'ai beaucoup aimé cet échange. Et on te laisse peut-être le mot de la fin. Ouais. Le mot de la fin, ce sera pour les équipes de Paris 2024 et en particulier le pôle veille, donc Bertie, Baptiste et Léo, Loris et Brieux aussi qui étaient là tout avec nous. Donc vraiment, merci à eux. Sans eux, il n'y aurait pas eu le pôle veille et pas le succès les résultats qu'on a atteints. Donc merci à eux et puis merci à toute l'équipe com qui a été vraiment juste incroyable, que ce soit les réseaux sociaux avec Philippe, toute la com avec Anne, vraiment c'était des gens vraiment incroyables. On m'avait dit, je me souviens, avant que je rentre à Paris 2024, on m'a dit mais tu vas voir, Paris 2024 c'est qu'un panier de crabes, il y a que des gens qui sont là pour se montrer. Et à la com, vraiment une équipe vraiment formidable. Vraiment, c'était juste ouf. Ça donne envie en tout cas. Non, mais vraiment. Ça se ressent, ça se voit que c'est sincère. Il y avait, je sais pas, il y avait une ambiance, une cohésion. Il y a vraiment un endroit. Il y a un succès qu'a réussi Anne, c'est vraiment d'avoir réussi à faire une équipe cohérente et qui s'entend bien sur tout le long. Et recruter, on était à un moment, je crois.
On était entre 50 et 100 personnes, j'ai plus le chiffre exact, mais il n'y a pas eu de brouille, quoi. Alors que, je sais pas, c'est Alors quand même que- assez intense, quoi. Et tout s'est plutôt bien déroulé. Bah, génial. Bah, c'est chouette en tout cas. Bah, félicitations. Merci merci d'avoir pris le temps. Bah, merci à vous pour l'invitation. Et continuer à faire rayonner le social listening, parce qu'on n'en entend pas assez parler, donc allez-y.